Ils sont venus nous faire la proposition suivante. Ils sont venus nous demander pourquoi je tolérais qu'ils soient injustement traités lors de la répartition par professeur. C'est-à-dire que, ils me disaient ceci, supposons par exemple, nous avons 4 professeurs de physique, un est un gnochon ou un niaiseux, enfin c'est les termes qu'ils utilisent, 3 sont valables. Par ordinateur, étant donné que nos horaires sont faits par ordinateur, le hasard fait qu'un soit inscrit au cours du soi-disant niaiseux ou du soi-disant gnochon et que l'autre soit inscrit à un autre cours d'un bonhomme à leurs yeux plus intéressant. Alors ils sont venus me demander pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas choisir nos profs. Encore là, moi je trouvais cette démarche intéressante, bien plus intéressante d'ailleurs que toutes celles qu'ils avaient faites depuis le début de l'année, qui n'étaient que sur des banalités. Et aussitôt qu'ils me l'ont demandé, j'ai dit bien sûr, à partir de demain, si vous voulez, vous pouvez choisir vos professeurs. Au niveau du choix des professeurs ici, là, est-ce que ça cause des problèmes au niveau du corps professoral ou comment ça se passe ici? Lorsqu'il est question de choisir un professeur, il doit naturellement, au niveau professionnel, avoir une certaine expérience de l'industrie, la scolarité et une formation psychopédagogique. Et là, le candidat est soumis à un comité. Et très souvent, il y a un élève, et si le candidat professeur n'est pas accepté par ce comité-là, et c'est bien regrettable, si compétent soit-il, on ne l'accepte pas dans l'école. Puis d'ailleurs, s'il est accepté, il ne se sent pas à l'aise. Mais pour un professeur, déjà, disons, dans le corps professoral ici, j'ai cru comprendre que les étudiants pouvaient choisir le professeur qu'ils voulaient dans telle matière. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes aussi à ce niveau-là? Le professeur qui n'embarque pas dans le système actuel, je pense que de lui-même, il se retire, il démissionne et il est assez honnête pour dire, eh bien, moi, je ne puis continuer dans une telle situation et de lui-même, il se retire parce que l'élève, naturellement, le sort de la classe si lui ne sort pas de lui-même. Maintenant, j'ai entendu dire que vous pouviez choisir le prof que vous vouliez, disons, dans une matière en particulier. Est-ce que ça existe encore, ça? Puis comment ça se passe, ça? C'est un système... Il y a des cédules. Certains professeurs ont telle journée de cours, de telle heure à telle heure. Puis là, les groupes, s'il y a mieux un professeur qu'un autre, chaque élève peut choisir son professeur avec son heure qui convient toujours avec son horaire. Comme ça, il n'est plus question de vous programmer avec une IBM actuellement ici. Ben non, c'est comme dans la vie. Dans la vie, on choisit nos amis. Ben, à l'école, on choisit nos professeurs. Mais ça ne leur pose pas un petit problème, les profs? Il doit y avoir des débalancements de classe. Il ne doit pas tout arriver là, à choisir 30 étudiants, choisir tel prof tout le temps. Non, des fois, tu peux avoir 22 élèves dans les choses. Tu peux en avoir 40, tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 3. C'est jamais pareil. Mais il n'y aura pas de gros bons. Tu sais, ça va être premièrement, il n'y a pas une classe pour ci, il y a plusieurs classes. Tout de suite. Mais ça doit déranger à un moment donné parce que je sais, en maths, moi, à mon niveau, il y a un professeur qui est particulièrement aimé. Parce qu'il explique bien, puis en expliquant, on a bien du fun, il est bien drôle. Puis, ça va bien. Lui, il y a peut-être 150 étudiants qui voudraient être avec lui à un moment donné. Tu arrives, puis il est pris. Fait que l'étudiant s'en va voir un autre, et tant qu'à rien faire. Mais c'est sûr que si chacun voulait avoir son professeur, ça ne pourrait pas parce qu'à un moment donné. Une des peurs des professeurs, c'est que leur classe se vide. Oui. Qu'est-ce que vous répondriez à un professeur? Ah, mais c'est merveilleux. Que la classe se vide. Ben oui. Bien sûr. Bon, parce que si le professeur n'est pas bon, étant donné que les élèves sont vides, la classe se vide. Les élèves sont libres. Si le professeur ne motive pas les enfants, la classe se vide. Qu'est-ce qu'on va faire avec le professeur? On le change. On le change. On lui fait enseigner une matière facile? S'il n'est pas capable de motiver sa propre position, il ne mérite plus, puis de fait, il ne l'a plus puisqu'il n'y a plus personne dans sa classe. Est-ce qu'on va faire une continue? Ah, ça, c'est le problème des autorités, mais en tout cas, du point de vue éducation, il n'y a plus d'élèves. Puis il se force, en fait, ce qui arrive, c'est que le professeur s'arrange pour garder sa position, puis il se met en situation de garder ses élèves. C'est ça qui est merveilleux dans ce système-là. Ce qui engage le plus le professeur, c'est
être de moins en moins un professeur, c'est sûr. Se débarrasser complètement de cette maudite image qu'on a de se prendre pour un professeur. Enfin, la meilleure façon de contacter un élève, c'est d'être avec lui tout bonnement, puis d'être ce qu'on est en réalité partout dans la vie courante. S'enlever cette idée qu'il faut être le professeur comme on l'a toujours connu, le professeur traditionnel. Mais la matière puis la méthode, disons, de la passée, est-ce qu'elle a changé depuis que le système est en place ici? Ça change. C'est assez difficile. Je ne peux pas dire en général, situer l'enseignement en général parmi toute la polyvalente, mais je sais que dans notre coin, dans le secteur où on travaille, nous autres, on tend à essayer d'individualiser autant que possible l'enseignement. Pas se limiter à l'enseignement de groupe comme on faisait avant. C'est parce que c'est pas chaque étudiant qui a la même capacité d'absorber la matière. Et puis, si tu travailles en groupe, si tu t'expliques toujours devant un groupe d'étudiants, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas prendre connaissance de celui qui a énormément de difficultés. Tandis qu'étant avec lui, tu peux lui donner la matière qu'il a de besoin. Il est moins gêné, il est plus à l'aise, il se sent plus prêt. Tu es plus près de lui, premièrement, il va te poser des questions. Il va être plus en mesure d'accepter la matière qu'il peut apprendre. Mais est-ce que la matière est toujours intéressante pour l'étudiant? Aujourd'hui, je pense que quand la matière ne les intéresse pas, ils ont une certaine facilité de nous le faire dire, de nous le faire comprendre. Ils sont pas mal moins gênés qu'ils l'étaient. Mais ça demande quoi de la part du prof à ce moment-là? Ça demande d'être énormément soi-même, tu sais. Et puis de ne pas essayer de se prendre pour un autre, justement, puis d'accepter ça comme ça vient. Puis se dire, crème, coudonc, ils me comprennent mal, c'est parce que je les ai mal compris, je les ai mal acceptés. Il faut se rejoindre de ce côté-là par un contact, par la parole, tu sais, par leur donner une certaine présence, de l'amitié, peu importe. C'est pas en se situant toujours comme on l'était avant, là, le professeur dans la classe en avant, puis l'élève dans le bureau. Puis je pense que ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Mais quand vous choisissez vos profs, là, sur quoi vous basez pour choisir ça? Qu'est-ce que c'est un prof à votre goût pour vous autres, là? Un prof, c'est plutôt un homme qui nous comprend ou une femme, tu sais. Quand tu dis quelque chose, ils comprennent pas seulement ce que tu dis, ils comprennent l'envers de la médaille, tu sais. C'est comme, je sais pas, ton père ou un de tes chums, tu sais. Tu te considères plus comme un prof. C'est un chum, tu ne le verras jamais t'engueuler à cause que tu as dit ça ou tu as dit ça, tu sais. Il n'y a plus d'affaires de petits billets, puis tout est... Le professeur, c'est plus seulement celui avec qui on va parler de matière. On va parler de nos problèmes. On va faire des farces quand c'est le temps. On va vivre avec. Un système de liberté comme vous en vivez un ici, est-ce que ça ne conduit pas à un moment donné à une facilité de la part des profs vis-à-vis des étudiants pour garder justement les étudiants en classe ou des choses semblables? Je pense que ce serait, à première vue, ça semblerait, disons, être une perception qui soit vraie, mais elle est complètement fausse. Je pense que c'est juste une espèce d'apparence à la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Je pense que, contrairement à une facilité, c'est beaucoup plus poignant, c'est beaucoup plus accaparant, un système comme ça, parce que justement, on a fait sauter toute une série de contraintes qui, pour nous, étaient secondaires et dans bien des cas, parfaitement inutiles. Des contraintes qui, bien souvent, n'étaient que des caprices professeurs déguisés en directives. Je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans un système comme ça, c'est beaucoup plus accaparant, justement, parce que le professeur, continuellement, a à être lui-même. Et ça, c'est extrêmement difficile. Avant ça, bien sûr, on n'avait pas à être compromis. C'est-à-dire, tout était planifié d'avance, tout était structuré. On avait des préparations de classe qui nous donnaient une très grande sûreté, mais qui nous donnaient aussi une fausse sûreté. Tandis que maintenant, on touche à quelque chose de beaucoup plus vital, et par le fait même beaucoup plus insécure, mais beaucoup plus vrai aussi. Quand vous avez à choisir un prof, là, sa compétence rentre en ligne de compte ou c'est juste une question de popularité ou de contact humain là, qui vous importe, vous autres, là, qui est important pour vous autres? Le professeur, d'après moi, à cette heure, c'est le gars que tu le prends pas comme un professeur. C'est pareil comme si tu dirais, s'il y avait un élève qui était plus documenté que les autres, tu sais, il vient t'aider. Mais ça rentre sa compétence, c'est ça. Un petit peu. Le gars, s'il fait des jokes. Parce que s'il nous donne confiance tout de suite, on va te porter plus à travailler. Il n'y a pas besoin terriblement de compétences. Tout de suite, s'il nous donne la confiance en nous autres mêmes, on va travailler comme il faut. Ça n'amène pas une certaine recherche quand même là, de sécurité, comme vous parlez, ou de popularité de la part des profs? Je pense que dans un premier temps, les professeurs qui cherchaient à être populaires, c'était des professeurs qui avaient mal perçu le système. En fait,
bien que le mot système ne soit pas tout à fait juste. Mais de toute façon, je pense bien que cette démarche-là a été mise de l'avant, non pas pour simplifier les choses, non pas pour permettre aux professeurs de mener une vie un peu plus à l'aise. Je pense qu'on a fait sauter des contraintes. Bonne difficulté. Tandis qu'étant avec lui, tu peux lui donner la matière qu'il a de besoin. Il est moins gêné, il est plus à l'aise, il se sent plus prêt. Tu es plus près de lui, premièrement. Il va servir du système, qui à l'intérieur de cette démarche-là, justement, sont les mieux cotés. Je pense qu'à brève échéance, peut-être, disons, il y a des professeurs qui sont populaires, mais c'est peut-être des professeurs populaires à petite semaine. Sur une longue échéance, là, je ne crois pas que ces professeurs-là, disons, puissent être très bien cotés et surtout être très valorisés par les étudiants. Je pense que les étudiants vont justement fuir cette clientèle des professeurs-là qui cherchent justement à se rendre populaires. Parce que les étudiants n'ont pas besoin de cela. Ce qu'ils ont besoin, c'est des professeurs qui le sont totalement et non pas des gens qui cherchent à avoir de la gloriole passagère. Il n'y a pas de candidats qui peuvent prendre bien longtemps ici. Non, je pense que la politique du suçon, là, ça dure ce que dure le suçon, c'est-à-dire quelques moments simplement. Mais avez-vous l'impression que les professeurs sont de moins en moins exigeants pour vous autres, puis que ça serait pas, qu'il vous manque pas de stimulants sur ce côté-là? Ils sont exigeants, pas à l'extrême, mais ils sont exigeants. Hein, c'est cool, puis les travaux qu'on a à faire, il faut les faire. Si on les fait pas, t'as zéro. Tu sais, ils te donnent une feuille de route. Ils te donnent une feuille de route, disons, tu as 3 expériences à faire, tu as 40 problèmes à faire en une semaine. D'après lui, c'est ce qu'il vaut. Donc, si tu fais ça, tu es correct. Si tu fais pas ça, tant pis pour toi. Mais tu arrives à l'arrestation, si tu les as pas faites, tu sais, c'est le gars qui voit son travail. C'est au professeur à rendre sa matière intéressante. Si elle l'est pas, il va bien voir que tout le monde veut de la classe. Est-ce qu'il n'y a pas une diminution d'exigence parfois de la part des professeurs pour justement garder un certain niveau de popularité auprès des étudiants? Je pense que ça ne se mesure pas à la popularité. Au contraire, il s'agit de faire un travail. Puis le professeur qui est ici aime son travail, puis il est ici continuellement. Puis c'est l'élève, ça demande énormément. Et du professeur, il faut qu'il y ait beaucoup de disponibilité parce que l'élève est très exigeant. Et puis, lorsque le professeur répond à ses exigences, eh bien, il se sent heureux dans son travail. Et très souvent, on le voit, avant ses cours comme après, il est ici continuellement. Mais est-ce que vous avez l'impression que les professeurs ont changé un peu depuis 3 ans là, dans ce nouveau système-là? Bien, le professeur, c'est plus la statue en avant de l'école, c'est l'ami puis c'est le conseiller. C'est pas la même chose. Tout dépend des profs. Il y a encore des profs qui sont restés encore au même stade, mais il y en a pas mal aussi qui ont changé. Disons, on voit la matière, mais en même temps, on met ça... c'est bien smooth, ça. On parle pas juste de la matière, on parle d'autres choses. Ça va être bien fun. Est-ce que c'est un professeur pour vous autres? Pour moi, c'est un ami. C'est quelqu'un qui peut m'apprendre si je veux apprendre. Un guide aussi. C'est lui qui me dirige un petit peu, il t'aide. Que vous ne formez pas avec ces étudiants-là de futurs chômeurs ou de futurs assistés sociaux, étant donné qu'après leur secondaire, ils sont incapables de continuer parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont même pas été capables de s'intégrer ici, donc ils ne pourront pas dans la société future, nécessairement ça forme des assistés sociaux. Oui, disons que, mon Dieu, vous pouvez croire ça si vous voulez, mais je me demande ce que vous faites, vous, dans une école de type traditionnel, avec tous les élèves qui, justement, ne s'intègrent pas. C'est pas moi qui est interviewé. Non, mais je pose la question, là. Je pose la question parce que... Tu me réponds par exemple question. Non, mais elle est très importante, parce que moi, j'ai quand même répondu à ceci, que nous n'essayons pas d'intégrer ces enfants-là qui sont malheureux et qui sortent de milieux, disons, défavorisés, qui sont très handicapés à leur arrivée ici. Nous tendons quand même à nous mettre à leur écoute. Quelles sont les principales peurs qu'ont eu les parents, les principales craintes qu'ont eu les parents face à ce système-là?
C'est quand tu ferais face au marché du travail. Comme vous disiez tout à l'heure, arriver à telle heure et sortir à telle heure, là, ça a été... il va falloir qu'ils s'adaptent à ça. Mais ici, ils envoient des élèves voir sur le marché du travail un petit peu, mais il faudrait qu'ils en rencontrent plus. Au niveau du marché du travail, avez-vous l'impression que vous allez être bien préparé pour rentrer sur le marché du travail, disons, dans 1 an, 2 ans ou après le cégep, à partir de la philosophie d'éducation qu'il y a ici, là? Ici, on ne fait pas seulement apprendre notre matière, on développe notre personnalité, puis on continue, on évolue. Au lieu d'en faire seulement qu'un, on en fait 2. On fait une pierre 2 coups. On prend nos responsabilités. En prenant nos responsabilités, on est plus porté à savoir où on va aller. Si j'ai une matière que j'aime pas, je suis libre de la laisser ou de la tomber, de la laisser ou de la garder. Mais si je la laisse, après, si j'ai des remords, je vais m'en apercevoir, juste à le prendre l'an prochain. Personnellement, je pense qu'ils vont être beaucoup mieux préparés parce que étant donné que l'idée, c'est de ne pas brimer un enfant à travers la méthode d'éducation qu'on veut leur donner dans ce nouveau système, ils n'auront pas à passer par-dessus tout ce à quoi nous autres, on a dû passer par-dessus au point de vue discipline, hiérarchie, respect de l'autorité, etc. Déjà aujourd'hui, ils vivent des expériences qu'on a atteintes rien qu'au degré de l'école secondaire et universitaire, alors qu'ils sont à la base de leur formation. Ils ont déjà le pouvoir de juger, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, sous peine de punition. Est-ce que l'étudiant qui va avoir été formé ici à l'école va être prêt, puis va être un bon citoyen, si on peut parler comme ça, ou une personne adaptée dans le milieu dans lequel il va être? Tout ce que je peux te donner comme exemple, ça, c'est les élèves que j'ai eus et puis qui sont présentement sur le marché du travail. Moi, je sais qu'ils viennent me revoir souvent. Contents de leur montrer leur nouvelle acquisition, c'est une voiture ou peu importe. Ils se sentent très heureux. C'est des gars qui ont toujours été ouverts, tu sais. C'est facile pour eux autres de discuter puis de dialoguer, puis ils se laisseront pas embarquer, je pense, par n'importe quel patron ou n'importe qui. Ils vont d'abord, avant d'accepter n'importe quoi, tu sais, ils vont mettre carte sur table, ils vont être capables d'accepter ça de cette façon-là. Mais par contre, le patron pourrait être celui qui va exiger, disons, dans le moindre détail. C'est possible, mais je pense qu'avant de toujours accepter, de prendre ça là, comme un fait acquis au départ, il faut au moins savoir ce qui se passe, hein, les deux parties. Pourquoi les gens avaient peur? Que leurs enfants n'aient pas peut-être assez, sont peut-être pas assez préparés à vouloir se rendre. À vouloir. C'est que les parents croyaient que leurs enfants n'étaient pas autonomes, ne pouvaient pas prendre de responsabilités. C'est ça qu'ils avaient peur. Tout à fait. Les prendre tout à fait là, pour dire aboutir au bout de l'année à quelque chose. Ouais. Là, je pense que c'était un peu la crainte des parents. Ouais. Parce que pour les parents, je pense que le but, c'est toujours que l'enfant réussisse. C'est Réussissent quoi? C'est cool. En fonction de quoi? En fonction de son avenir. Parce que les parents, eux autres, là, c'est pas tellement pour eux autres. D'accord, ça va être un honneur quand leur enfant a fini et qu'il a bien réussi, mais ils pensent toujours que l'enfant pourra être accepté au cégep. Là, lui, ça lui prend tant d'unité et puis il faut qu'il les ait, sinon il recommence son année bien. Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants qui doivent partir de leur propre motivation ici seront pas un peu perdus dans le marché du travail plus tard, où il y a peut-être des exigences de patron là, qui vont être assez précises à ce moment-là? Il y a des exigences de patron, mais je pense que l'exigence du patron est un peu l'exigence de l'examen qui est demandé. Si l'élève, naturellement, n'est pas conscient du geste qu'il pose en s'absentant, eh bien ici, c'est sa note, son traitement, si tu veux, c'est sa note d'examen qu'il aura très souvent, ou sa note de travail qu'il aura, tandis que dans l'industrie, eh ça sera le chèque qu'il obtiendra à la fin de sa semaine ou de son mois, je ne sais quoi. Mais il ne sera pas un peu plus perdu que celui qui est habitué, disons, déjà dans le système scolaire, de marcher au doigt et à l'œil, si on peut parler comme ça?
L'élève marché, l'étudiant au doigt et à l'œil, moi, je ne comprends pas ça. Je pense que l'étudiant d'aujourd'hui est assez mature, il est assez adulte pour comprendre le geste qu'il pose lorsque l'on s'aperçoit que il est beaucoup plus mûr que l'étudiant d'il y a quelques années. Et je pense que celui de 15 ans, de 16 ans et 17 ans est rendu l'équivalent d'un homme de 25 et parfois de 30 ans au point de vue de maturité. Je crois que dans l'ensemble, les étudiants d'ailleurs qui se dirigent vers le cégep vont pouvoir vraiment fonctionner de façon adéquate parce qu'ils ont déjà un sens des responsabilités assez développé. Et puis d'ailleurs, j'en ai rencontré plusieurs là, qui sont déjà au cégep et puis ils n'ont pas aucun problème. Maintenant, pour les autres, vraiment, je suis désolée parce que je me dis, on n'a peut-être pas fait suffisamment. D'ailleurs, on est toujours un peu en recherche et le système a été revisé et le directeur aussi nous interroge assez pour savoir qu'est-ce qui a amélioré. Et je pense qu'il y a un problème au niveau de tous les marginaux de l'école pour savoir quel plan d'ensemble nous pourrions élaborer pour leur venir en aide. Est-ce qu'ils vont être bien préparés pour accéder à leur vie d'homme adulte, d'homme et de femme adulte? Mais moi, j'ai l'impression que la société de demain, là, d'abord, on ne la connaît pas. Dès demain matin, elle va déjà être changée de cet après-midi, là. Et puis, les enfants n'apprendront pas un métier aujourd'hui, puis dire, je vais gagner ma vie, là, dans l'avenir avec ce métier-là. Par exemple, je prends un exemple, un professeur de mathématiques, par exemple. On nous a dit que là, il commençait à se tourner les pouces parce que d'ici quelques années, ça va être de l'électronique, ça va être de la machine, puis le professeur de mathématiques, là, ils vont d'avoir beaucoup moins besoin de professeurs. Alors, il faut qu'il se cherche une autre branche, lui. Il faut qu'il s'en aille ailleurs, dans une autre direction. Mais Nicolette a produit pendant 50 ans des grands hommes avec le vieux système. Surtout, on prend des évêques, des prêtres, des avocats, tout ça. Tout simplement, ce qui leur manquait, c'est qu'ils n'ont pas produit d'ingénieurs, ils n'ont pas produit de personnes pour faire la pièce, mais il y avait un système qui était très bon, en tout cas, qui ont fourni des grands hommes. Alors là, ils changent tout autour et dehors dans la régionale. Je me demande s'ils vont en faire autant d'ici quelques années. Est-ce que vous avez l'impression que le système actuel ici prépare bien les étudiants au marché du travail? D'un côté, théoriquement, j'aurais l'impression que ce serait une forme idéale de préparation au marché du travail, compte tenu d'une certaine prospective faite là, au niveau des années à venir. Cependant, il se pose un problème, c'est que j'ai l'impression que nos étudiants de l'école ici auront peut-être une vision du marché du travail qui sera différente d'une très forte proportion d'étudiants qui sont dans d'autres écoles du Québec. Et je me demande jusqu'à quel point il y aura une possibilité d'ajuster cette vision qu'ils ont du marché du travail par rapport à celle qui est encore traditionnelle dans beaucoup d'endroits. Je me dis, peut-être que nos étudiants seront perçus un peu marginaux et peut-être que le marché du travail pour eux posera des problèmes d'adaptation qu'ils auront personnellement réglés face à leur vision de l'avenir, mais que le marché du travail ne sera pas apte à saisir. Il pourrait y avoir des conflits entre employeurs et employés formés ici, en fait. Oui, j'ai un peu de difficulté à essayer de comprendre comment les futurs employeurs percevront des gens qui se sentiront peut-être plus créatifs ou plus libres d'entreprendre différentes démarches dans le travail qu'ils feront plus tard. Je me dis que l'entreprise ou le marché du travail est encore passablement conventionnel et je m'interroge énormément à ce sujet. Dans votre travail d'orienteur, est-ce que vous avez vu, disons, des changements au niveau de l'orientation des étudiants? Oui, ça c'est très frappant. Lors des visites de plusieurs
agents d'éducation de d'autres écoles des polyvalentes du Québec, on nous demande souvent qu'est-ce que vous avez comme technique ici pour essayer de favoriser que les étudiants pensent plus aux cours professionnels longs ou s'en aillent plus au niveau des cours professionnels courts. Ça me frappe énormément de voir à quel point pour nous c'est devenu quelque chose qui ne nous demande pas un effort. Ça me frappe énormément de voir à quel point il y a un cheminement qui se fait au niveau des étudiants face à ce désir de ne pas nécessairement viser faire des études de niveau collégial ou universitaire. Mais comment vous expliqueriez ça, ce renversement-là par rapport au reste de la province, on peut parler comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que c'est dans le fond, même si ça se fait de façon non pas tellement visible, peut-être qu'il y a un cheminement qui se fait, une prise de conscience qui se fait au niveau de chacun des étudiants, à un moment donné qu'ils s'aperçoivent que on leur dit souvent, si vous avez le goût de faire de longues études, ceci suppose un paquet de prérequis, non pas en tant que cours, mais en tant qu'attitude, et ils se rendent peut-être compte eux-mêmes, en vivant l'expérience de l'école ici, qu'ils n'ont pas les intérêts qui sont nécessaires pour poursuivre des études de niveau collégial, par exemple. Et de par eux-mêmes, en favorisant, par exemple, un essor au niveau des ateliers, par exemple, de par eux-mêmes, en y allant, en regardant un peu ce qui se fait, peut-être qu'ils réalisent avec plus de facilité qu'il y a des choses là-dedans qui les intéressent et que ce n'est pas nécessaire pour pouvoir être heureux dans la vie qu'ils s'en aillent faire des études au niveau collégial. Comment tu réagirais, disons, face à un patron qui te donne un ordre ou qui te dit comment faire? Comment tu vois ça, toi? Oh, un patron. Un patron, c'est... Le patron, moi, je dis, qui est là pour te dire quoi faire, puis c'est toi qui fais l'ouvrage. De toute façon, si tu fais ton ouvrage que t'aimes, disons que tu l'aimes, si t'as fait, si tu travailles, le salaire, pas trop. J'aimerais avoir un bon salaire, mais disons que ça me motiverait pas, ça serait pas ma première motivation. Parce que le patron, je dis qu'il va donner des heures, puis si tu les fais bien, ces heures-là, si tu travailles comme il veut que tu travailles, tu n'auras pas de problème. On pourrait dire que vous avez l'année à faire, mais ils vous disent pas comment le faire. Par contre, un patron pourrait te dire quoi faire, puis en même temps, le comment faire. L'accepterais-tu, le comment faire? Ah bon, c'est ça. J'espère que oui. Parce que peut-être elle a des problèmes. J'ai l'impression que tu es formé, tu étais différent de ceux qui sont habitués de faire ça justement en écoutant tous les ordres puis en faisant tout ce qu'on veut qu'on le fasse, de la manière qu'on le fait. C'est ça. On peut pas. Il y a beaucoup de sortes de patrons. T'as des bonhommes, je suppose, qui te laisseront pas de minute, tandis que d'autres qui vont te laisser faire. J'espère de rencontrer un patron qui va me laisser assez d'initiatives. Mais prendre des initiatives, pour toi, ça va être important dans le travail que tu pourrais faire éventuellement. Parce que c'est justement ça qui motive, je pense, une personne à aimer son travail. Si le gars arrive là, c'est comme... moi, en tout cas, je ne me vois jamais dans une shop. Si ça venait qu'à arriver, là, je serais mal pris. Parce que tu es obligé de visser à la botte, Tu viens, je sais pas, tu sors de la shop avec le bras qui sort. Tu sais, moi, je le vois de même. J'aimerais avoir un travail, là, où est-ce qu'on va pouvoir prendre l'initiative, où est-ce qu'on va pouvoir pas être indépendant du boss, quand même marcher avec lui, mais tu sais, qu'ils me disent, ben, si t'as ça à faire aujourd'hui, ben, qu'ils me le disent quoi faire, ça m'embêterait tellement un petit peu, mais j'aurais mon idée quand même derrière. Puis je pourrais peut-être justement communiquer avec lui, montrer mon idée, une étudiation, peut-être m'arriver à un compromis entre les deux, je sais pas.